Dans cette deuxième séquence de la matinée, au cours de laquelle nous allons d'abord entendre Thomas Morgenroth, qui est doctorant à l'Université de Lille 2, qui va évoquer avec nous la question de la sacralisation de la vie privée, entre autres choses. Puis nous reviendrons, parce qu'elle est arrivée à plusieurs reprises dans la discussion de tout à l'heure, nous reviendrons avec l'aide d'Emmanuel Wurtz, qui est conseiller référendaire à la Cour de cassation. Nous reviendrons sur la question de l'obligation de sécurité de résultat. Je pense qu'elle va évoquer aussi avec nous la question des transformations que cette obligation de sécurité de résultat a connues ces derniers temps, ces derniers mois. Et nous avons cette chance de les avoir tous les deux pour nous aider à continuer ou à poursuivre ou à affiner notre réflexion sur l'objet général de ce colloque. Donc, Thomas, vous avez la parole. Merci, monsieur le professeur Verquin. Alors, c'est toujours une chance pour un doctorant, surtout en fin de carrière comme moi, parce que je passe ma thèse le mois prochain, je soutiens ma thèse le mois prochain, d'intervenir devant un public aussi nombreux, et devant aussi des personnalités du monde juridique et médical. Donc, sur une question qui finalement est une question peut-être plus large par rapport au thème du colloque, sur la notion de vie privée au travail, mais qui permettra peut-être d'apporter des éclairages sur les questions qui ont animé les débats depuis hier. En tout cas, je tiens à remercier le docteur Sophie Fantoni Quinton pour cette aimable invitation. Lorsque j'avais présenté ma thèse lors d'une réunion de laboratoire animée par le professeur Bossu, qui est également directeur de thèse, et qui s'est dit que finalement ça pourrait être intéressant. J'espère remplir ses espérances. Alors, sacralisation de la vie privée. Peut-on parler de sacralisation de la vie privée au travail? À défaut d'être sacrée, la notion a d'abord été consacrée. Consacrée par le législateur à travers différentes dispositions, et on pense immédiatement à l'article 9 du Code civil, lequel affirme sans embâche « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Alors il convient également d'y associer nombreuses références, multiples textes internationaux, et notamment, je peux citer, la liste est longue, mais on va les citer rapidement, l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies, l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et bien entendu, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Donc cette présence textuelle, on va d'ailleurs dire une omniprésence textuelle, tend à conférer au droit au respect de la vie privée un caractère fondamental. Caractère fondamental d'ailleurs qui s'est accru par la reconnaissance certes tardive, puisqu'il a fallu attendre 1995, de la valeur constitutionnelle de ce droit. Pourtant, malgré ce caractère fondamental, il peut être constaté une certaine gêne à mobiliser la notion même de vie privée, du droit au respect de la vie privée, lorsque l'on s'intéresse à la relation de travail. Cette hésitation peut provenir de deux origines. La première, c'est déjà la notion elle-même, qui est difficilement saisissable. Son caractère général rend quasiment impossible toute tentative de définition précise de ses contours. Et certains ont tenté de relever le défi, notamment par l'établissement d'une liste exhaustive de son contenu, mais qui peut finalement aboutir très vite à des limites, ou alors en opposant cette vie privée à d'autres vies, notamment la vie publique ou encore la vie professionnelle. Pour reprendre les propos d'un auteur qui résume bien cette difficulté, la vie privée ne connote plus qu'elle ne désigne. Aussi, doit-on se contenter d'une définition large de la vie privée en se basant sur l'étymologie du mot privé qui provient du latin privare, qui désigne une action, celle de séparer, de mettre à l'écart. Alors, appliqué à sa vie, l'individu donc peut privatiser des éléments de celle-ci. Autrement dit, de conserver pour soi-même une partie de sa vie. L'appréhension de cette faculté est double. Ainsi, à un champ définitionnel
large s'ajoute une certaine ambivalence de la notion de vie privée, qui peut être d'ailleurs la deuxième origine de cette gêne que l'on retrouve en matière de droit du travail. En effet, tout d'abord, le droit au respect de la vie privée peut se concentrer sur le pouvoir de l'individu de conserver la connaissance d'informations qui le concernent. Cette appropriation de la connaissance de soi-même s'oppose dès lors à la nécessité de savoir, exprimée par le monde qui l'entoure. Par cette approche, l'individu entre naturellement en opposition avec son environnement, dressant ainsi le secret face à la transparence. Cette vision de la vie privée est celle qui retient habituellement l'attention, et notamment celle du juriste. Elle correspond en effet à une conception que je qualifierais traditionnelle, civiliste, du droit au respect de la vie privée. Ce droit vise avant tout à protéger l'individu face à ses concitoyens, autrement dit dans ses rapports horizontaux, contre l'immixtion de leur part ou la divulgation d'informations personnelles. Cette conception ne saurait toutefois occulter la seconde dimension, laquelle confère à l'individu un pouvoir de vivre pour lui-même, autrement dit, agir sans prendre compte de ce qui l'entoure. Cette conception est proche de la notion de privacy, anglo-saxonne, qui se résume par l'expression suivante, le droit d'être laissé tranquille. Il s'agit ainsi pour l'individu d'imposer une vision de cours de sa vie en opposition parfois avec ce qu'on attend de lui, socialement notamment. Cette approche exprime davantage une liberté. D'ailleurs, de nombreux auteurs qualifient ce pan de la vie privée comme une liberté de la vie privée. Cette conception s'inscrit dans une dimension plutôt verticale, en ce sens où il s'agissait de protéger l'individu contre les ingérences de la puissance publique. Et notamment, la CESDH, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et l'article 8, peut s'interpréter de cette manière-là, et c'est finalement pas étonnant de voir que la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, a une conception plus large du droit au respect de la vie privée que la conception française, tant au niveau de son étendue qu'au niveau des prérogatives qui y sont attachées. Alors il convient de souligner que ces deux conceptions du droit au respect de la vie privée, secret et liberté, entretiennent des liens entre elles. En effet, le secret qui confère un droit de contrôle des informations personnelles de l'individu apparaît finalement comme une prérogative à la notion plus large de la notion de liberté de vie privée. En même temps, la liberté de la vie privée ne saurait être garantie dans sa jouissance sans finalement la garantie d'un secret. Alors, ces considérations amènent à la relation de travail. La relation de travail est retiraillée entre ces deux conceptions car il s'agit à la fois de rapports horizontaux entre des personnes a priori à droit équivalent, l'employeur et un individu salarié, mais un lien de subordination introduit également de la verticalité et qui implique d'étendre la conception de la vie privée au-delà du simple secret, mais également dans une conception plus dans le sens d'une liberté. Alors la santé du salarié dans tout cela. La santé du salarié, le rattachement de la santé du salarié, de l'information liée à la santé du salarié se fait naturellement par rapport au secret. Et c'est ce que nous allons étudier dans un premier temps, le secret de la vie privée et notamment la santé du salarié, une donnée sensible soumise au secret. Ensuite, dans un second temps, la santé peut apparaître toutefois comme un élément inhérent à la personne et qui traduit une certaine autonomie du salarié. Et c'est en ce sens que j'étudierai dans un second temps la santé du salarié, un élément d'autonomie de sa personne. Ah. J'espère finir avant les délais. C'est original, ça remplace le chronomètre. Alors, tout d'abord, la santé du salarié, une donnée sensible soumise au secret, ce qui finalement nous intéresse ici, à prime abord, et qui va conférer tout d'abord un droit de contrôle du salarié sur ses informations personnelles.
Ce droit de contrôle s'exprime de deux manières. Tout d'abord par la possibilité qui lui est offerte de retenir de l'information, ne pas divulguer, mais également par la possibilité d'avoir une certaine maîtrise de cette information lorsque celle-ci était divulguée. Alors revenons déjà à ce qui nous intéresse ici finalement, parce que quand on parle de secret et mensonge, on est plus dans la rétention au départ. La rétention, je ne vais pas finalement refaire ce qui s'est dit, et finalement beaucoup de choses se sont dites et très intéressantes sur cette question-là depuis hier. Il apparaît néanmoins finalement une question importante, c'est de savoir quelle est la légitimité de l'employeur dans son droit d'être informé et qui pourrait du coup être en opposition, son droit de savoir, qui pourrait être en opposition à cette possibilité de retenir l'information, de la conserver donc secrète. Alors force est de constater, on l'a pu l'entendre, qu'effectivement, tant la loyauté contractuelle, même si on pourrait y revenir tout à l'heure, tant le sacro-saint principe de liberté d'entreprendre ne constitue finalement pas des contrepoids suffisants à cette protection, ce droit à retenir l'information. Et d'ailleurs, la Cour de cassation et la jurisprudence de la Cour de cassation montrent qu'effectivement, cette information, ce droit à la rétention devient quelque chose de plutôt sacralisé, pour reprendre le terme du titre de cet exposé. D'ailleurs, en regardant de plus près ces décisions, de la Chambre sociale notamment, on remarque que la santé, finalement, est protégée pour soi-même. C'est-à-dire que finalement, lorsque on a un problème de rétention d'informations liées à la santé, on l'a vu que forcément, il a été décidé que cette rétention était possible, et la Cour de cassation se contente finalement, entre guillemets, de dire que ce n'est pas une faute de retenir cette information. Au contraire, l'employé, le salarié n'étant pas débiteur d'une obligation d'information, notamment en matière de santé. Mais il n'y a pas de référence à la vie privée. La notion, l'article 9 du Code civil n'est pas visé, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et même la notion du droit au respect de la vie privée n'est que très peu visée. Ce qui montre que finalement, la santé se déconnecte et commence à avoir une autonomie par rapport à la notion de vie privée qui est plutôt, on pourrait penser, pour un observateur externe, une notion mère, la matrice, qui viendrait couvrir la protection de l'information liée à la santé. Alors, passons la rétention d'information, voyons la maîtrise. La maîtrise implique, pour le salarié, d'avoir d'abord conscience des éléments d'information qui sont en circulation et qui le concernent, et notamment en matière de santé. Et pour pouvoir avoir conscience, une pleine conscience, il va falloir pouvoir contrôler dans le sens d'une vérification de ce qui existe, notamment par son consentement, qui est indiscutable et indispensable, pour pouvoir collecter, voire traiter, si on s'intéresse au droit de l'informatique, traiter des données, mais également par la possibilité qui lui est offerte d'accéder, un droit d'accès, à ce que l'on sait sur lui. Alors là, il y a quand même un petit bémol, c'est que notamment le dossier médical de santé au travail peut faire l'objet d'une demande de droit d'accès, mais pas toute l'information, notamment certaines informations, par exemple les notes personnelles du médecin, ne n'entrent pas dans le périmètre de cette demande. Même s'il y a aussi certaines questions à se poser sur cette question-là, notamment par rapport à l'arrêté du 5 mars 2004, qui a une définition assez précise et qui avance des raisons assez précises sur ces notes personnelles, sur la réservation de ces notes personnelles du médecin. Donc la conscience implique ensuite la deuxième dimension du contrôle, qui n'est pas vérifiée, mais également de maîtriser. Une fois que je sais ce qu'on détient sur moi, je peux donc contrôler la divulgation qui est une composante du traitement des informations que l'on peut faire sur moi. Alors là, à ce titre, il convient de rappeler que la donnée de santé est une donnée sensible et qui, dans le droit de l'informatique et des libertés, constitue au départ une donnée qu'on ne peut pas collecter ni traiter. Sauf exception, et des exceptions, on en a, en matière de santé notamment,
pour différentes raisons, et prévu légalement par des textes spécifiques, et notamment, bien évidemment, en matière de santé au travail. Ce contrôle de la divulgation lui permet de faire jouer un droit d'opposition qui, somme toute, s'avère plutôt réduit en pratique, parce que il convient de l'exercer parmi le cadre légal que lui accorde son statut de salarié, mais notamment dans une optique de la protection de sa santé. Ce droit d'opposition se double d'un autre droit, qui est le droit de rectification, puisque contrôler le contenu de ces informations constitue également un droit qui participe à la maîtrise de cette information. Donc, on voit que finalement, le salarié a un droit de contrôle de ses informations personnelles, mais qui n'appelle pas forcément la notion de vie privée et le droit au respect de la vie privée directement. Alors, ce droit de contrôle ne saurait satisfaire en lui-même la protection totale de la vie privée du salarié, et à ce droit de contrôle s'ajoute un impératif de confidentialité. Bien évidemment, ça a déjà été dit, le secret professionnel apparaît comme une première garantie de cette confidentialité. Alors, d'ordre général, d'abord, l'article 226-13 du Code pénal qui incrimine la violation du secret professionnel par une personne qui en est dépositaire soit par son état, soit par sa profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Différentes hypothèses qui témoignent d'une appréciation large de la part du législateur, y incluant non seulement les professionnels, dépositaires à titre express d'un secret, mais également ceux amenés à revêtir la position de ce qu'on appelle confident nécessaire, par le biais d'une prise de connaissance indirecte d'une information à caractère confidentiel. La notion est néanmoins appréciée strictement, et l'application de l'article 226-13 également, parce que une décision de la Cour de cassation, qui date certes un petit peu à présent, 1985, avait finalement rejeté cette qualité de confident nécessaire à un chef de service d'une compagnie d'assurance auquel il était reproché d'avoir divulgué des renseignements concernant la santé d'une salariée. Cette solution a pu soulever certaines critiques, et notamment dans cette acception restreinte du secret professionnel, parce qu'il pouvait finalement être astreint compte tenu de ses fonctions. Aussi, finalement, le salarié semble pas peu protégé par cette disposition. En matière de santé, une deuxième disposition vient renforcer sa protection, disposition qui notamment concerne la santé, le médecin du travail, et qui fait appel, non pas au Code du travail, mais au Code de la santé publique, puisque finalement, le secret professionnel s'impose aux médecins, et bien entendu aux médecins du travail. Alors, ce secret professionnel autorise tout de même une certaine communication des données de santé, que je vais également passer très rapidement, puisque vous êtes déjà au fait de ce genre de choses et que vous avez déjà examiné ces questions-là. Communication de certains, notamment le Code du travail, qui prévoit de façon stricte les personnes à qui le dossier peut être communiqué, et aussi dans quelles conditions le dossier médical de santé au travail pourra être communiqué. Alors, je vais, pour terminer cette partie, m'attarder sur deux jurisprudences qui, finalement, refont émerger la notion de vie privée. Et notamment lorsqu'on s'intéresse à la responsabilité de l'employeur en matière de divulgation de ces données. Deux jurisprudences, la première, qui émane de la deuxième chambre civile en date du 10 juin 2004, la Cour de cassation avait donné raison à une entreprise ayant refusé de communiquer à un comité d'établissement les déclarations prévues par l'article 5212-5 du Code du travail relatives aux emplois occupés par des travailleurs handicapés. Justement, se réfugiant sous ce secret professionnel. Rendu au visa prestigieux de l'article 9 du Code civil et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,
L'arrêt n'apporte toutefois un éclairage que partiel sur la question, déclarant simplement les informations divulguées relatives à l'état de santé des intéressés relèvent de la vie privée et que le comité d'établissement chargé d'assister les dirigeants de l'entreprise dans leurs décisions n'est pas une autorité publique. Voilà. Des faits, dès lors que le comité d'établissement n'est pas une autorité publique, il n'a pas une obligation d'être informé sur l'état de santé ou du moins le niveau d'emploi, les informations relatives aux emplois occupés par des travailleurs handicapés. Autre exemple, la Cour européenne des droits de l'homme qui, par une décision, semble accroître sensiblement l'obligation de discrétion dont doit faire preuve l'employeur et vis-à-vis de ses salariés. Et notamment, l'employeur devient responsable de ses salariés. Il s'agissait finalement d'une personne séropositive et dont sa séropositivité avait été révélée par 3 de ses collègues. Et sur pression de ses collègues, 33 d'entre eux avaient réclamé le départ de la salariée. Nous voulons briser l'harmonie de l'entreprise. L'employeur a licencié la salariée séropositive. La Cour européenne des droits de l'homme a retenu le caractère discriminatoire de ce licenciement en se basant sur l'article 8 de la Convention européenne et laissant peut-être l'observateur sur sa faim, puisque la question de la divulgation n'a pas été portée à l'examen de la Cour, et notamment la question de la faute des salariés eux-mêmes, qui avaient eux-mêmes procédé à la divulgation de la séropositivité de la salariée en question. L'employeur aurait-il peut-être pu retenir sa faute, leur faute, à ses salariés? Visiblement soucieux du maintien de la paix sociale dans son entreprise, on peut douter qu'il aurait sanctionné les divulgateurs, mais en tout cas, la question reste posée. Donc on voit bien dans cette partie que finalement, la santé du salarié en tant que secret est finalement que partiellement protégée par la notion de vie privée. Il y a des dispositions spécifiques qui participent à la protection du secret de la vie privée, mais sans mobiliser directement la notion ou les dispositions. Et donc, du coup, le seul moment où on peut l'observer, c'est uniquement lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre ou de s'interroger sur la responsabilité de l'employeur vis-à-vis de la confidentialité des données qu'il pourrait avoir, notamment en matière de santé. Voyons à présent, dans un second temps, une dimension plus large. La santé du salarié ne se limite pas au secret, elle peut constituer également un élément d'autonomie de sa personne. En effet, l'autonomie de la personne signifie une liberté de choix, la liberté de vivre comme on l'entend, et donc finalement d'avoir aussi un mode de vie ou une hygiène de vie que l'on détermine soi-même, et qui peut peut-être entrer en conflit avec ses obligations professionnelles. Alors lorsqu'on s'intéresse à l'autonomie de la personne et qu'on s'intéresse à la personne, la question c'est de savoir comment sauvegarder cette autonomie, comment arriver à cette autonomie, et la santé peut finalement participer à cette autonomie de la personne. Tout d'abord, lorsqu'on s'intéresse à l'autonomie d'une personne, on s'intéresse également d'abord à sa singularité, à sa différence. Et parce qu'elle est singulière et protégée dans sa différence, elle bénéficie d'une autonomie. La protection de la différence, on l'a déjà étudié, c'est évidemment la protection contre les discriminations et qui permet à tout à chacun de ne pas pâtir d'une différence, notamment liée à son état de santé. Sauf que ce droit à la différence, par l'angle des discriminations, on est plutôt sur un gommage des différences, parce qu'on refuse d'en tenir compte. Donc, une autre possibilité serait peut-être d'intégrer cette différence dans la relation de travail, et notamment par des mesures de compensation ou d'action positive, bien retenu qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec M. Radé sur la notion de discrimination positive est une notion qui est plutôt, comment dirais-je, conflictuelle en elle-même. Mais ces mesures de compensation, on les observe évidemment en santé, notamment concernant, par exemple, le taux d'emploi en concernant les salariés handicapés.
des mesures positives concernant la maternité et la protection de la femme enceinte, ou encore des mesures de protection par rapport à l'inaptitude du salarié. La prise en compte de cette singularité tend à se développer, de plus en plus affirmant donc l'autonomie de la personne par la prise en compte de cette différence. J'en veux pour preuve la montée en puissance d'une notion qui est la notion de diversité, qui certes, dans notre droit français, a connu une petite consécration par la création d'un label, qui s'intéresse plutôt à un des critères discriminatoires, notamment liés à l'origine des personnes, pas ou peu à la santé, même pas du tout, en ce qui concerne ce label. Mais finalement, cette diversité traduit le fait que l'on veut intégrer la différence plutôt que d'éviter de l'en prendre compte ou de gommer la prise en compte. Et cette intégration de la diversité, on le retrouve également dans le concept ou la notion américo-canadienne, québécoise aussi, d'accommodement raisonnable. Puisque finalement, un accommodement raisonnable, c'est la possibilité de prendre en compte sa différence dans son emploi. Et lorsque l'on candidate, notamment. La question s'est posée notamment en matière de handicap. Elle s'est également posée dans notre registre, notamment en matière de liberté religieuse, mais ce n'est pas l'objet du propos principal ici. Donc, l'autonomie de la personne passe par sa prise en compte de sa différence, sa singularité, et donc l'état de santé, la prise en compte de cette singularité liée à son état de santé, entraîne une certaine autonomie de cette personne, garantit une certaine autonomie de cette personne. La liberté, c'est également la possibilité d'avoir des choix et de les imposer. Et je conclurai par ça. Liberté de choix, liberté de vivre comme on l'entend, c'est-à-dire d'adopter finalement les modes de vie qui peuvent, peut-être, parfois, avoir des répercussions sur ses aptitudes professionnelles. Et là, il faut quand même rattacher au mouvement général d'évolution en la matière, et notamment, depuis le début des années 90, avec une jurisprudence nourrie de la Cour de cassation de la Chambre sociale, notamment, les éléments appartenant à la vie privée du salarié sont mis à l'écart, du disciplinaire notamment. Et on a d'un côté renforcé cette séparation entre la vie professionnelle et la vie privée, mais d'un autre côté, on a également, par des développements jurisprudentiels également, permis de rendre cette frontière un peu poreuse en multipliant les incursions de la part de l'employeur en pouvant prendre en compte certains faits de la vie privée du salarié, malgré le fait qu'ils appartenaient à la vie privée. Je pense notamment au rattachement aux obligations contractuelles, je pense notamment à l'obligation de loyauté. Pour revenir sur l'obligation de loyauté, ce qui peut être dommage avec cette obligation de loyauté, c'est qu'elle est utilisée par la jurisprudence comme, finalement, dans des domaines qui sont très éloignés de la santé. C'est le droit d'expression, la liberté d'expression, qui est bien souvent visée et contrôlée par l'obligation de loyauté. Ou alors, une notion aussi très intéressante à étudier, la notion de probité, qui a été développée pour certains salariés, notamment les banquiers, qui doivent faire preuve d'une obligation particulière de probité. Notion qui est relativement dangereuse et qui, je vois difficilement mal de pouvoir l'appliquer en santé, sauf à supposer que, par exemple, un professeur de sport doit avoir une exemplarité sportive, ou l'exemplarité, évidemment, du professionnel de santé. Alors enfin, cette mise à l'écart du privé se traduit également au travail, par l'autonomie de la personne au travail, parce que l'employeur, on le ressent, ne peut pas non plus porter atteinte à ses libertés de choix de manière trop importante. Je pense notamment au contrôle de justification de proportionnalité, tant au niveau des règlements intérieurs, tant dans son pouvoir de direction. Et donc,
cette obligation d'autonomie, enfin cette autonomie de la personne au travail tend à se renforcer au fur et à mesure. Cette tendance s'accroît avec la conception européenne plus large de la liberté de la vie privée. Et le secret et le mensonge doivent s'inscrire finalement dans cette vision, dans cette démarche plus large. Et la question, c'est de savoir, est-ce que le droit au secret, le droit au mensonge rentre en conflit ou rentre dans cette dynamique de protection de la personne, du salarié, plutôt que de l'individu lui-même. Merci.